Bonjour Monsieur Léon Banon. Bonjour Monsieur Jim. Oui. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce programme 15 minutes à Waxy, un programme dédié aux acteurs de la société civile pour en parler sur les actions qu'ils mènent dans la sous-région, dans les différents pays, pour améliorer la situation des citoyens dans notre sous-région. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons un expert de développement qui est un bon collègue à moi et il va se présenter tout à l'heure, mais on va en parler sur ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment, nous sommes à Abidjan pour un petit travail qu'il est venu faire ici et il va nous en parler pour qu'ensemble, nous voyons ce que Waxy est en train de faire dans la sous-région et nous allons voir ou partager aussi sur comment nous pouvons contribuer à ce que Waxy fait. Si vous avez les commentaires, si vous avez des questions pour Waxy, bien vouloir partager vos questions dans la section des commentaires sur notre page YouTube ou vous nous écrivez sur info@waxy.org et nous allons vous répondre avec plaisir. Une fois de plus, Monsieur Banon, bonjour. Bonjour Monsieur Jim. Pouvez-vous vous présenter pour que nos auditeurs comprennent qui est dans notre studio aujourd'hui? Moi c'est Léandre Banon. Je suis chargé du programme renforcement des capacités à Waxy. Plus précisément, je coordonne les initiatives, projets, programmes de renforcement des capacités de Waxy dans la sous-région. Dans la sous-région, c'est la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, et son prolongement direct, à savoir Cameroun, Mauritanie et Tchad. Oh, ça c'est formidable. Et dites-moi, votre équipe est déjà en Côte d'Ivoire pour quelques semaines maintenant. Qu'est-ce qui a amené l'équipe de Waxy pour se diriger vers la Côte d'Ivoire? Nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 semaines que nous appelons beaucoup plus appui conseil coaching, que nous apportons à 6 organisations de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent dans un programme de renforcement des capacités qui couvre 3 pays de la sous-région, à l'endroit des organisations qui travaillent sur les questions de la protection de la biodiversité, questions de changement climatique et les autres histoires autour de la protection de la biodiversité au sens large. Donc nous avons 6 organisations en Côte d'Ivoire, 6 organisations en Guinée et 5 en Sierra Leone, qui est un programme qui a débuté depuis l'an passé, en début 2020, où nous avons déjà eu des formations en présentiel et en virtuel, en partie à cause de la Covid. Et après ça, nous avons aussi apporté des appuis virtuels et nous sommes là maintenant à la dernière phase qui est appui conseil en présentiel sur la base de leur contexte. Et aussi sur la base de leur plan d'action qu'ils ont bien élaboré. Il y a un certain nombre d'actions qu'ils devaient mettre en œuvre au sein de l'organisation en termes institutionnels et opérationnels, beaucoup plus pour renforcer les institutions sur les questions de gouvernance, leadership, compétences en matière de mobilisation des ressources, communication et aussi gestion des projets. Donc nous sommes là pour les aider à mieux comprendre certaines difficultés qu'ils ont et certains défis et comment nous pouvons les assister. Donc c'est notre raison d'être qui est là. Formidable et félicitations pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Et dites-moi, après avoir visité ces organisations, 6 organisations, vous le dites, en Côte d'Ivoire après ou pendant 2 semaines, quels sont quelques changements que vous avez pu observer au sein de ces organisations, surtout après avoir travaillé ou collaboré avec ces organisations pendant presque 1 an? Oui, disons même 2 ans d'ailleurs, okay. Parce que depuis 2020, les changements, nous avons bien vrai des changements plus ou moins qu'on pourra peut-être qualifier de transversales, c'est-à-dire qui peuvent être détectés au niveau de toutes les organisations. Mais par contre, il y a eu aussi des changements beaucoup plus spécifiques, indépendamment de chaque organisation. Je peux déjà mentionner les questions de gouvernance. On a vu vraiment des changements très clairs dans ce sens-là, où les organisations ont pris des initiatives d'avoir ce que je vais appeler peut-être un mécanisme de contrôle, c'est-à-dire un conseil d'administration qui est vraiment séparé à la direction exécutive qui s'occupe de la gestion quotidienne de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas, disons, normal dans les organisations dans ce pays.
Oui, dans ce sens, oui, vous avez effectivement raison. En fait, la loi qui régit les associations, je vais dire la loi des associations parce que c'est la loi des années 1960 en son temps, ne dit pas clairement ou bien de façon explicite, n'oblige pas les organisations à avoir des conseils d'administration et autres. Mais nous, par notre appui, on leur montre l'importance de cela, qui fait partie, qui est un élément clé de la gouvernance. Il faut avoir une structure de contrôle qui se trouve au-dessus de l'organisation et avoir une direction qui est séparée. Et le conseil contrôle l'action de l'exécutif, les guide en aspect stratégique, leur apporte l'orientation stratégique, les aide aussi à la mobilisation des ressources, les aide à élaborer les politiques organisationnelles, qui est très important et autres, qui doivent guider leur manière de faire, manière de procédure et plusieurs autres politiques organisationnelles qu'ils vont avoir. Donc le conseil d'administration approuve ces politiques-là et aussi s'assure que ces politiques sont respectées et exécutées par la direction exécutive. Oh, ça c'est vraiment formidable. Et félicitations à toutes ces organisations qui ont pu bousculer les organes dans leurs organisations et on les souhaite meilleur vent, surtout dans l'avenir. Et nous souhaitons aussi que ces changements apportent un nouveau lait au sein de ces organisations. Et dites-moi, 2 ans de travail et tu parles de 2020 et nous tous nous connaissons ce qui s'est passé dans le monde entier par rapport à 2020. Est-ce que vous avez pu rencontrer quelques défis dans la mise en œuvre de ce programme pendant cette période? Oui, on a eu des défis. Certains des défis que nous sommes déjà familiers pour avoir déjà coordonné ou mis en œuvre de programmes similaires de renforcement des capacités. Donc je peux parler par exemple du fait que par exemple les questions de renforcement des capacités deviennent des choix de second rang parce que les organisations sont occupées par la mise en œuvre de leurs projets et autres. Et cela n'est pas entièrement de leur faute, c'est aussi les partenaires financiers qui ne les appuient pas sur les questions de fonctionnement des organisations. Les appuis se focalisent beaucoup sur les projets. Donc pour les organisations, pour assurer le minimum en termes de fonctionnement, il faut être toujours en train de mettre en œuvre des projets. Et quand ils sont sur le terrain, qu'ils sont pris par les projets, ils oublient parfois de tourner un regard sur les aspects de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles. Et l'autre défi que je pourrais aussi mentionner, c'est la Covid. La Covid qui a plus ou moins aussi limité certaines de nos actions dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités. Par exemple, les formations se sont faites en ligne, la première phase des formations. Et pour certaines des organisations qui se retrouvent par exemple hors des capitales, qui n'ont pas accès à des qualités de connexion d'Internet, il a été difficile pour eux par exemple de vraiment suivre ces formations-là. Et donc, il y a eu ces éléments-là et autres qui ont été pour nous quelques difficultés et autres. Mais nous avons plus ou moins trouvé des moyens, je dirais, innovatrices ou innovateurs pour pouvoir surmonter cela. Oh, merci beaucoup. Et nous savons que, en fait, quand je lis souvent les rapports sur le site web de WAXI, et je vous invite, chers auditeurs, de visiter la page, le site web de l'institution et lire quelques publications, quelques rapports de leur programme. Mais dans quelques rapports de renforcement de capacité, je lis souvent vers les recommandations ou vers les conclusions. Il y a souvent, après un programme de renforcement de capacité, nous voyons surtout ces recommandations, disons, qui portent sur d'autres domaines qui nécessitent une sorte de renforcement de capacité. Est-ce qu'après 2 ans de travail, après cette étape d'appui conseil au sein de ces organisations, vous avez pu identifier d'autres domaines où vous êtes, je pourrais dire, parce que c'est WAXI d'ailleurs, qui est parmi les seules organisations qui renforcent les capacités des organisations de la société civile. Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'intervention ou domaines de travail de ces organisations que vous êtes invités à continuer à appuyer ces organisations pour être mieux dans leur fonctionnement? C'est très intéressant comme question. Et je dois peut-être souligner que cet exercice que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire les visites en présentiel, les appuis en conseil et autres,
sont très capitales pour nous et importantes pour nous l'équipe qui travaille sur ces questions de renforcement des capacités, parce que c'est au cours de ces visites qu'on comprend mieux le contexte, le besoin de ces partenaires-là, et aussi à travers ces besoins, ces feedbacks qu'ils partagent, parce que ce n'est pas seulement l'appui conseil que nous sommes là, mais nous sommes aussi venus aussi pour documenter certains changements qui ont eu lieu au cours de cet appui, et aussi les leçons, quelles sont les leçons apprises, et aussi avoir le feedback des partenaires. Et toutes ces informations nous aident ou informent la mise en œuvre ou la conception des programmes ou projets similaires de renforcement des capacités. Nous faisons vraiment très attention, nous prêtons très attention aux feedbacks et aux recommandations qui viennent des partenaires et aussi des leçons apprises tout au long du processus que nous documentons, que nous utilisons et autres. Et il y a plusieurs en fait, recommandations ou par exemple domaines que nous avons identifiés qui sera mieux encore d'appuyer dans ce sens-là, peut-être pour les prochaines fois, y compris déjà ces partenaires-là. Premièrement, c'est de voir l'appui institutionnel, c'est-à-dire appui en termes de fonctionnement. Et il faudra par exemple intégrer cela dans nos initiatives de renforcement des capacités. Parce qu'il est bien vrai d'avoir les outils, les connaissances et autres, mais quand on n'a pas les ressources pour pouvoir déployer ces outils et connaissances, ça ne sert plus rien à la fin. Et aussi, dans l'autre sens aussi, quand on a les ressources et qu'on n'a pas les compétences, connaissances, l'impact est limité. Donc il faut essayer de créer cette connexion-là entre ces deux phases-là. Donc il y a cet élément-là d'appui au fonctionnement, que nous devons regarder. Et l'autre élément aussi, il y a aussi la technologie que nous avons aussi ajoutée, qui n'était à la base, qui ne faisait pas partie de ce programme, mais que nous avons ajouté à un moment donné qui est très important. L'utilisation des outils technologiques, par exemple l'archivage des données sur cloud. On a visité des partenaires qui ont été cambriolés dans leur bureau, ils ont pris leur ordinateur et toutes leurs données sont parties. Et à la suite de ces feedbacks, on s'est dit qu'il sera utile d'ajouter cet élément-là. Donc nous les avons aidés à avoir Office 365, à avoir des systèmes de cloud pour l'archivage en ligne et autres. Et aussi des emails professionnels. Certains ils n'ont pas des emails professionnels, ils utilisent les Google, Yahoo et autres. Donc nous, à travers l'appui technologique, on les a permis aussi d'avoir cela, les emails professionnels. Parce que nous, notre rôle, c'est de les rendre plus professionnels, c'est de professionnaliser le secteur et autres. Donc c'est notre raison d'être. Donc pour nous, on n'a pas pensé deux fois à ajouter ces éléments-là. Mais on pense que c'est un aspect qu'il faut encore amplifier, les aspects technologiques. La communication aussi. Et par exemple, certains d'entre eux ont toujours des difficultés à mobiliser les ressources. Mais la communication est un vecteur clé à la mobilisation des ressources. Si nous savons l'utiliser efficacement, nous serons en mesure vraiment de diversifier nos sources de revenus. Donc il y a aussi cet élément-là qu'il faut beaucoup voir aussi, la communication. Et pour certains d'entre eux aussi, pour les questions de conseil d'administration qu'ils sont en train de mettre en place, on pourrait encore peut-être les aider plus à assister pour s'assurer que le conseil d'administration joue réellement son rôle. Parce qu'une chose est d'avoir ces structures, mais une autre chose aussi est de réellement jouer le rôle qu'il est assigné. Donc voici là un peu d'éléments ou bien de domaines d'aspects qu'on pourrait encore être disponible à les assister. Merci beaucoup d'avoir identifié ces différents domaines et on souhaite que WACSI aura les ressources requises pour être à la réponse de ces différentes organisations. Et en fait, en termes d'une organisation qui évolue à fur et à mesure qu'il fait son travail, c'est-à-dire WACSI, est-ce qu'il y a quelques leçons après tout ce processus que vous avez pu retenir, que ce sont quelques leçons que vous allez utiliser pour améliorer votre pratique dans le futur? Oui, c'est ça. Ces initiatives viennent toujours avec des leçons. Et il est vraiment très important de voir faire ressortir ces leçons, les leçons apprises et autres, les documenter, mais de faire usage de ça. Et nous avons pu documenter un certain nombre de leçons au cours de ce processus. Premièrement, c'est clairement de situer que les besoins en termes d'organisation diffèrent d'une organisation à une autre. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est l'importance de ces appuis en présentiel et aussi contextuel, parce que ces appuis se passent dans le contexte de chaque organisation. Il y a des organisations qui ont voulu qu'on fasse peut-être plus de 3 jours avec autres, mais pour des questions de ressources, temps matériel et autres,
cela n'a pas pu vraiment se matérialiser. Donc, voici des éléments que nous prenons en compte pour les prochaines fois. Pourquoi ne pas intégrer beaucoup plus les appuis conseils en présentiel et autres, selon les contextes pour les guider. Et l'autre aussi, en termes de leçon que j'ai déjà brièvement mentionné, c'est l'importance de l'appui institutionnel. Et cela, peut-être, ce n'est pas forcément à WACSI, mais beaucoup plus aux partenaires financiers. C'est de dire, de faire, je vais dire par exemple, un changement de mentalité, d'adopter beaucoup plus une approche institutionnelle, leur relation vis-à-vis de ces organisations locales, de ne pas être focalisé sur le projet que j'appelle une projetisation des financements et autres, mais beaucoup plus les aider à financer, à grandir en tant qu'organisation, de ne pas voir ces organisations locales comme des véhicules qu'ils utilisent pour atteindre eux-mêmes leurs objectifs. Mais il faut aussi aider à renforcer ce véhicule-là, renforcer les capacités de ce véhicule-là, afin d'aider ces organisations, par exemple, à maintenir du personnel. On a visité certaines des organisations, je vais dire à 80%, où le personnel est basé sur des projets. Quand le projet finit, ils s'en vont. Quand le projet finit, ils s'en vont. Et les compétences sont en train de partir, ne restent pas dans l'organisation. Donc, si les partenaires financiers les aident, avec ces appuis institutionnels, va les aider à maintenir un certain nombre de staff, de compétences, d'expertise au sein de l'organisation. Et qui va les aider encore à amplifier l'impact de leur intervention, de leur plaidoyer, de leur mission, du travail qu'ils font déjà. Donc ça, ce sont des éléments vraiment très importants que nous devons prendre en considération. Et nous, WACSI, nous devons vraiment porter cette voix-là auprès des partenaires financiers et autres que nous connaissons qui appuient les organisations. Et je t'assure, ou bien j'assure déjà nos partenaires que nous allons le faire. Oh, j'aime cette confiance que vous partagez ce message. Et vous avez partagé un message très très fort et clair aux partenaires, mais maintenant aussi il y a les acteurs, ces organisations eux-mêmes, ils ont les responsabilités dans tous ces genres de processus. Quel message avez-vous pour les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile, quand ils consistent à participer au programme de renforcement des capacités, de leurs propres capacités? Quel message avez-vous? Non seulement pour ces 6 organisations, mais aussi pour les organisations de la société civile dans tous les pays francophones en Afrique de l'Ouest que WACSI travaille dans. C'est déjà de dire, de déjà développer cette culture d'apprentissage. Quand on dit renforcement des capacités, ce n'est pas seulement peut-être à fois WACSI venir vous appuyer, vous assister ou autre. Mais vous-même à l'interne, vous pouvez développer ces genres de mécanismes d'apprentissage. Par exemple, le directeur de l'organisation a 15 années d'expérience, 20 années d'expérience en gestion du projet, en gestion du personnel et autres. Il peut, par exemple, partager ces compétences-là, ces acquis avec les autres membres du personnel. Donc, créer des plateformes au sein de l'organisation, de partager cela. Et l'autre chose aussi, d'apprécier l'importance du renforcement des capacités. Cela agit ou cela plus ou moins se transmet dans tout ce que nous faisons, dans notre manière d'interagir avec les partenaires, dans la qualité de nos interventions. Quand l'expertise y est, la compétence y est et autres, vous allez voir aussi l'impact là-bas. Donc il ne faudrait pas que ça soit quelque chose de second regard, qu'on puisse vraiment apporter en fait l'importance qui va avec. Le renforcement des capacités est très important. Et aussi sur les questions aussi de la diversification des ressources, c'est très important de commencer aussi à voir au niveau local comment nous pouvons aussi mobiliser des ressources, de réfléchir à des mécanismes, par exemple de création des réserves de sources financières qui peuvent aider l'organisation et autres. Et tout cela aussi doit se faire sur la base de la documentation. Ça ne doit pas être quelque chose qui se fait à l'arbitraire, mais tout cela doit être documenté. Par exemple, l'importance d'avoir des politiques organisationnelles, d'avoir par exemple un manuel de procédure qui essaie de documenter tout ce que nous faisons. Et la transparence, les questions de redevabilité, de responsabilisation, tous ces éléments sont très importants pour vous, ou bien pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, à mobiliser les ressources, à aussi construire cette relation de confiance envers les bénéficiaires, envers les communautés et autres. Donc, réfléchissons institutionnel, réfléchissons apprentissage, et puis aussi réfléchissons aussi local, que nous avons la capacité, ou bien il y a le potentiel au niveau local en termes de mobilisation des ressources,
que nous pouvons aussi vraiment taper sur ce potentiel-là et pourquoi pas en profiter. Oh, ça c'est très très formidable. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous avez tous entendu. Organisation de la société civile, vous avez la responsabilité. Ne prenez pas le renforcement de capacité comme deuxième agenda, deuxième élément sur votre agenda. Ça doit être un élément clé dans vos différentes organisations. C'est notre collègue de WAXI qui a partagé ce message avec nous et aussi avec les bailleurs. Il a bien précisé que c'est bien qu'on change la mentalité envers comment nous appuyons les organisations ou les institutions. Il faudrait qu'on assure que ces organisations sont redevables. Chers collègues, on vous remercie pour avoir suivre cette programme et on va vous partager d'autres programmes dans le futur. Si vous voulez participer, si vous voulez être sur ce plateau, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur info@waxi.org et on va soit venir chez vous ou vous inviter à Accra pour être parmi nos participants. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Jim. Merci. Plaisir.